Peut-être qu'un jour vous vous êtes déjà demandé « ne serais-je pas en dépression ?» Peut-être même que vous êtes allé plus loin et que vous avez tapé les mots « dépression test » sur Google et là, vous seriez tombé sur un test de quelques minutes qui vous aurait renseigné sur votre état. Waouh! Cependant, peut-être que vous ne savez pas sur quelles méthodes sont basés ces tests, sur quel modèle théorique, voire même sur quelle philosophie ils tiennent. Ou bien encore, vous ne connaissez peut-être pas les nombreuses controverses qui tiennent là autour. Bienvenue dans un véritable terrain de bataille entre psychothérapeutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Neurovision. Comme à chaque fois, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo. En surface, on a l'impression que poser un diagnostic de maladie mentale est quelque chose de facile et d'évident. Quelqu'un qui pleure tout le temps est dépressif, quelqu'un qui a tout le temps peur est anxieux, quelqu'un qui a des hallucinations est schizophrène, et quelqu'un qui n'a aucune estime de lui-même est un politicien. Je vais essayer d'être la plus objective possible, même si mon avis risque de transparaître un peu. Il est plus facile de traiter une maladie si on sait ce que c'est. En médecine classique, dite somatique, on va devoir trouver quelle bactérie rend malade pour savoir quel est le bon antibiotique. La logique serait la même pour les maladies mentales. Un trouble anxieux ne se soigne pas comme une anorexie ou bien un trouble de la personnalité. À partir de là, on se dit qu'il faut des critères diagnostiques et c'est le début d'un très long parcours. Alors, je ne vais pas faire un tour complet de l'histoire des classifications des maladies mentales parce que c'est très chiant, mais un petit aperçu pour savoir d'où on part et où on est aujourd'hui. Le premier système de classification vient de la Grèce antique avec Hippocrate. Il avait une théorie des humeurs où chaque humeur correspondait à un des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et à un élément physiologique. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Je suppose. On suivit environ 2000 ans de tentatives de classification. Par exemple, Pinel et son élève font la différence entre les malades mentaux et les retardés mentaux. Par la suite, on aura également l'opposition entre psychose et névrose, dont le deuxième n'existe plus aujourd'hui. La psychose correspond aux maladies dont les patients ne sont pas conscients de les avoir, tandis que les névrotiques sont conscients d'être malades. Tout comme l'hystérie, la névrose était extrêmement répandue et on en parlait beaucoup, mais aujourd'hui, on n'entend plus ce terme. Tout ça pour vous dire qu'au milieu du XXe siècle, tout le monde y va un petit peu de sa classification à lui et qu'on n'a pas de terme homogène. Pourtant, vous le savez, en 1945, la Deuxième Guerre mondiale se finit et avec elle son lot de combattants traumatisés et ces hommes, il va falloir en faire quelque chose. Mais à ce moment, on manque de moyens techniques et on manque de classification. Alors, 2 outils apparaissent. En premier, la classification internationale des maladies par l'OMS, autrement appelée la CIM. C'est un manuel qui regroupe toutes les maladies qui existent et qui voit en 1949 sa 6e édition apparaître avec dans celle-ci un petit élément nouveau. En effet, à partir de la 6e édition, on a tout un chapitre sur les troubles mentaux. Dans la foulée apparaît aussi le DSM par l'American Psychological Association. De base, c'est plutôt un outil à visée de recherche, mais on l'utilise également en clinique. Ce sont ces 2 outils qui vont permettre de faire des classifications des maladies. Depuis, les choses ont bien avancé puisque le DSM en est à sa 5e édition et que la CIM verra en 2022 sa 11e édition. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur le DSM parce que c'est celui qui est le plus utilisé, mais sachez que DSM et CIM fonctionnent à peu près de la même manière, du coup ce que je vais dire maintenant vaut aussi pour la CIM. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'un seul qui s'en prenne plein la gueule, hein. Pour faire un diagnostic de type DSM, il faut un exemplaire du livre et les troubles se présentent comme ça. Vous aurez en haut le trouble qui sera décrit comme un ensemble de symptômes. Par exemple, pour la dépression, ça se présente ainsi. Le principe est toujours le même, une définition et une liste de symptômes dont il faut au moins plus que la moitié. Face à votre patient qui semble malade, vous allez simplement récolter les symptômes, les comparer au DSM et voir ce qu'il en sort. Ah ah, vous êtes un sociopathe! C'est pas bien ça. Le DSM a de très nombreux avantages. C'est très facile de faire des diagnostics avec et il permet à tout le monde de parler le même langage. Médecins, psychiatres et psychologues peuvent se comprendre sur les termes
Et ça, c'est beau. De plus, il est très facile de simplement procéder par questionnaire. La personne n'a qu'à répondre à des questions sur papier, on calcule le résultat, et voilà notre diagnostic. Tout ceci porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'approche catégorielle. Alors peut-être que vous me direz « Waouh, c'est vraiment super! Chaque personne de cette planète devrait avoir un exemplaire du DSM sous son lit, sans aucune exception. Ça fait 7 milliards de personnes sur cette Terre qui auraient un exemple du DSM. » DSM. Néanmoins, tout n'est pas parfait, et cette manière de poser des diagnostics n'est pas parfaite du tout. En premier lieu, il faut savoir que cette approche de la maladie mentale est calquée sur la maladie somatique. Dans la médecine plus physique, on va recueillir des symptômes et trouver ce qui est à l'origine de ces symptômes. Ils vont permettre de trouver quel est le virus, la bactérie ou l'affection au départ de tout ça. Et finalement, on va régler le problème à la source en espérant que ça va également soigner les symptômes. Typiquement, ce sera en prenant le bon antibiotique. Dans l'approche catégorielle, on fait exactement la même chose. On prend les symptômes, ce qui nous permet de mettre un mot sur une maladie, et là on arrive à la source et le problème est là. Quelle est la source d'une maladie mentale? Quelle est la source de la dépression? Quelle est la source de la schizophrénie? Quelle est la source de l'anxiété? Si vous êtes psychanalyste, vous direz que c'est un trauma dans l'enfance. Si vous êtes cognitiviste, vous direz que ce sont des schèmes de comportement mal appris. Si vous êtes un neuroscientifique, vous direz probablement que c'est un dérèglement dans la sérotonine. Et si vous avez une estime de vous-même pas trop grande, ainsi qu'un esprit un peu critique, peut-être que vous assumerez que vous n'en savez rien. Il y a donc un souci à poser un diagnostic sans donner l'étiologie du trouble, c'est-à-dire son origine, d'où il vient. On a un nom, mais on n'a pas de traitement associé. Le traitement dépendra de votre orientation en tant que clinicien. L'approche catégorielle porte très correctement son nom puisqu'on met les gens dans des catégories. On se retrouve dans la boîte sain ou bien dans la boîte dépressif. Et c'est là qu'on a selon moi la plus grosse critique du DSM. C'est qu'à partir de 5 symptômes, vous entrez dans le club privé des dépressifs, mais à 4 symptômes, vous restez chez les personnes saines. Franchement, c'est la première fois que vous voulez vous faire refuser d'entrer en boîte. Pourtant, entre notre personne saine et notre personne dépressive, il n'y a qu'un seul symptôme de différence. On pourrait donc se dire que pour un seul symptôme de différence, on a d'un côté stigmatisé une personne avec un nom de maladie mentale, et de l'autre côté, on n'a pas donné des soins à une autre. De plus, comme vous pouvez le voir, il y a une liste de symptômes très différents et il n'en faut que 5. À ce moment, un petit calcul mathématique vous permettra de voir qu'il y a 227 configurations de symptômes différents. Et encore, ça, c'est si on compte qu'un des 2 premiers symptômes est obligatoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et à ce moment-là, on compterait 14 528 configurations de symptômes pour la même maladie. 14 528 profils différents. Vous pourriez vous dire que tout ça, c'est pas très grave parce que c'est que des maths à un niveau très théorique et que l'important, c'est que dans la vie réelle, ça fonctionne. À cela, j'ai quelque chose à répondre. 2 études. Fried et Ness, en 2014, ont recruté 3703 dépressions. Généralement, on considère ça comme un échantillon représentatif. Et ont identifié des profils de dépression grâce au Quick Inventory of Depression qui recense 12 symptômes. Ils ont pu identifier 1030 profils distincts. De plus, le profil le plus fréquent ne se retrouve que chez 1,8% des participants. Quel est le problème? Tout simplement que nos descriptions de la dépression ne remplissent pas du tout leur rôle. On aimerait pouvoir identifier et classifier la dépression, sauf qu'il en existe des milliers de types différents. En termes plus scientifiques, on dit qu'il y a une stabilité interindividuelle faible. Une autre étude de Keller, Nell et Kendler en 2007 s'est penchée sur 4856 dépressifs. Leur but était de voir s'il y avait un lien entre l'événement de vie traumatique et les symptômes. Est-ce que le type d'événement qui a déclenché votre dépression aura un impact sur comment s'exprime cette même dépression? Et en effet, ça varie beaucoup. Les ruptures amoureuses ont généralement une constellation de symptômes différents des décès ou des stress chroniques. À ce moment-là, l'événement traumatique nous renseigne plus sur le patient que sa maladie. Et pour finir, le DSM ne s'intéresse pas réellement aux comorbidités entre les maladies, c'est-à-dire les liens entre elles. À ce moment-là, vous allez tout simplement cumuler les diagnostics sans réellement qu'on se pose la question de si l'un entraîne l'autre. Ouais, moi je suis tout simplement schizophrène, bipolaire, borderline et toc. La routine quoi. En psychiatrie, il n'est pas forcément rare de croiser des personnes qui ont 4 ou 5 pathologies différentes et on se demande à quoi ça tient. Aujourd'hui, on s'intéresse à de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes
et de nouvelles manières d'envisager la maladie mentale. Pour le moment, les méthodes de type catégoriel restent majoritaires. Alors si vous faites des études en médecine ou en psychologie, vous allez forcément en entendre parler. Néanmoins, il ne faut pas croire qu'il n'y a que cette manière de faire. Ce que je vais vous présenter sont des pistes, des hypothèses, qui, tout comme le DSM, ne sont pas des vérités à croire aveuglément. La science, finalement, c'est ça, c'est des hypothèses qui sont avancées, ensuite contredites, gardées ou rejetées, et finalement, c'est après des dizaines d'années, souvent, qu'on arrive à des consensus. On sera face à une théorie gagnante qui, un jour, sera remplacée par une autre théorie encore plus gagnante. La première approche dont je vais vous parler consiste à ne plus voir des maladies mentales comme des catégories, mais comme des continuums. Ce n'est plus soit on est dépressif, soit on l'est pas, mais c'est on l'est tous plus ou moins. Et c'est seulement à partir d'un certain niveau sur ce continuum qu'on va considérer qu'il y a besoin de soins. Bien sûr, il y a deux problèmes à ça. Déjà, ce fameux point de bascule où il y a besoin de soins est plus laissé à l'appréciation des thérapeutes que quand des approches très catégorielles de type DSM, où là, c'est des critères stricts et clairs. Mais peut-être faux. Mais stricts et clairs. Mais peut-être faux. Ensuite, cette méthode nous force à accepter qu'on est tous un petit peu dépressifs, un petit peu anxieux, un petit peu schizophrènes et un petit peu psychotiques, mais à des seuils cliniquement non significatifs. Et se dire qu'on est un petit peu schizophrène ou un petit peu sociopathe, c'est pas très agréable pour le moral. Une autre approche pour laquelle j'ai personnellement une préférence est l'approche dite en réseau. Ici, les maladies ne sont plus vues comme une simple addition de symptômes, mais comme des entités liées entre elles et s'entre-influençant de manière dynamique. De plus, tous les symptômes n'ont pas le même poids dans le réseau. Certains sont plus centraux et il faut s'en occuper en priorité. Un symptôme peut aussi en aggraver un autre, alors soulager celui-ci, c'est soulager tout le système. Contrairement à l'approche catégorielle où tous les symptômes ont la même importance, ici, le travail du thérapeute sera de comprendre quels symptômes sont les plus centraux et les plus importants à traiter en premier. Par exemple, quand Johnny est anxieux, il mange beaucoup de cochonneries. Ça lui fait prendre du poids, ce qui le rend dépressif. Dans cette situation, agir sur la dépression directement ne servira à rien. Il faudra agir sur l'anxiété qui est la source du problème. Hello! Alors ma caméra a décidé de ne pas enregistrer la dernière partie de cette vidéo, du coup je vais tout simplement faire le au revoir comme ça. Je rappelle que j'ai une chaîne Tipeee, si jamais. Aussi, il faut pas mal prendre conscience que derrière ces histoires de diagnostic, il y a des choix politiques. Faire des diagnostics de type DSM, c'est rapide, c'est simple et ça coûte pas cher. C'est plus simple de simplement faire passer un questionnaire qui relève des symptômes que faire une réelle analyse de fond pour comprendre quel est le mécanisme de la personne. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire. Je m'ajoute d'avoir vos avis. Est-ce que le DSM pour vous est quelque chose de dépassé, de vieux, ou bien est-ce qu'il a encore son utilité? J'aurais beaucoup de plaisir à en débattre en tout cas. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas sur les réseaux sociaux qui s'affichent partout là. A tout bientôt, des gros becs.